juste vérifier que bonjour à tous. Merci Céline pour la présentation. Nous aujourd'hui, on avait envie de vous refaire un petit topo sur ce que c'était l'intégration des services sociaux santé et le lien qu'on pouvait faire avec un système de santé qui pourrait être plus résilient. Alors, tout d'abord, le point de départ de l'intégration, c'est vraiment l'intégration qu'on va retrouver au niveau opérationnel, c'est-à-dire le niveau de l'interaction avec le patient. À ce niveau-là, l'idée, c'est vraiment de mettre à la disposition des personnes les services au bon moment, au bon endroit et par les bonnes personnes, donc les bons prestataires, les bonnes organisations prestataires. Alors, ça doit amener une augmentation de la cohérence, de la globalité et de la continuité des soins. Et pour ça, on va essayer de développer une approche qui soit centrée sur la personne, qui soit adaptée aux préférences, aux besoins et aux valeurs des personnes. On va essayer de développer une responsabilité qui soit partagée entre les prestataires, les organisations prestataires et les personnes, et un niveau de coordination adéquat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la personne est capable de coordonner les services dont elle a besoin, évidemment, elle le fait. Quand ce n'est plus possible, en général, c'est le médecin généraliste qui, dans un premier temps, en tout cas, peut venir pallier à cette difficulté. Et quand la situation devient tellement complexe, la personne est en perte d'autonomie ou il y a tellement de services qui doivent être coordonnés que c'est vraiment difficile, à ce moment-là, ça peut être une autre personne ou une équipe qui va prendre en charge cette coordination. Alors, l'intégration opérationnelle, elle va prendre place à différents niveaux. Premièrement, elle prend place vraiment au niveau individuel, autour de la personne. Et dans ce cas-là, évidemment, il y a toute une série de situations qui sont variées, dont il va falloir pouvoir jongler, entre guillemets, entre ces différentes situations. Ces situations demandent de pouvoir impliquer différents types de professionnels, de la santé, mais aussi évidemment du social. L'accompagnement de ces situations demande de s'intéresser donc aux besoins, aux objectifs de vie et ça va demander évidemment de s'adapter, comme je disais juste avant, à la capacité de coordination des personnes. Alors, l'intégration opérationnelle, elle prend aussi place au sein des communautés qui vivent dans un bassin de vie. Donc, toutes les situations individuelles dont on a parlé juste avant, elles coexistent au niveau d'un quartier, au niveau d'un bassin de vie qui fait vraiment sens pour les habitants. Et à ces endroits-là, on a les professionnels qu'on appelle de la première ligne, c'est-à-dire par exemple médecins généralistes, pharmaciens, kinésithérapeutes, les maisons médicales, les assistants sociaux, les agents de santé communautaires, etc., qui sont vraiment là pour renforcer, pour accompagner les personnes dans leur santé, dans leur lieu de vie et pour renforcer l'entraide et la solidarité au niveau des communautés. Alors, l'intégration opérationnelle, elle prend aussi place au sein de programmes spécifiques. Alors, ces programmes, on peut entre guillemets les découper en deux grands types. Il y a des programmes qui visent vraiment à contrôler une maladie. On pense par exemple au parcours pour les diabétiques ou les insuffisants rénaux, etc. Et puis après, il y a les programmes qui sont vraiment mis en place pour prendre en charge une population avec un risque spécifique. Par exemple, des programmes pour lutter contre la grande précarité, etc. Alors, donc, à travers ces trois approches de l'intégration opérationnelle, on a des professionnels, on a des organisations qui vont devoir travailler ensemble pour pouvoir accompagner le mieux possible les personnes. Et cette intégration, elle se fait du coup sur un continuum qui démarre ici par une situation où en fait, c'est complètement fragmenté. Les prestataires ne travaillent de manière tout à fait individuelle, indépendamment de ce que les autres font. Ensuite, les prestataires, les organisations prestataires commencent à avoir une conscience mutuelle de la présence d'autres professionnels. Puis, ils peuvent aussi collaborer occasionnellement sur une situation individuelle spécifique. Ensuite, ils commencent tout doucement à aligner leur vision, leurs valeurs, leur manière de travailler. Et puis, ils peuvent progressivement aussi décider de créer des partenariats qui sont plus formalisés, un vrai travail d'équipe. Et finalement, on arrive à ce qu'on appelle la pleine intégration. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans ce continuum, c'est qu'en fait, toutes les situations ne nécessitent pas une pleine intégration.
L'intégration, c'est un peu comme la participation. Pour le moment, on est un peu en train d'essayer de la mettre à toutes les sauces et de dire que c'est vraiment la panacée et qu'il faut tout intégrer. Mais en fait, c'est pas ça le message important. Le message important, c'est vraiment de se dire, il faut intégrer quand c'est nécessaire. Et il y a des situations qui ne sont pas, entre guillemets, suffisamment complexes, où la personne est encore suffisamment amène de coordonner les choses, qui ne vont pas forcément nécessiter une pleine intégration. Donc, il va toujours y avoir aussi une réflexion à avoir sur jusqu'à quel point c'est nécessaire d'intégrer les choses. Alors, on a parlé ici vraiment de l'intégration autour d'un patient, dans l'interaction qui se vit vraiment entre les prestataires et les personnes. Ce qui se passe aussi, c'est que, évidemment, les prestataires, les organisations prestataires, pour pouvoir intégrer les services autour d'une personne, elles vont devoir aussi réfléchir ensemble à l'organisation du système. Et ça va se faire au niveau de réseaux local social santé qui deviennent vraiment quelque part le cadre qui va permettre la coordination de l'interdépendance entre les professionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un professionnel tout seul, il n'est pas capable de mobiliser toutes les ressources, tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre à l'ensemble des problématiques. Et donc, inévitablement, il faut commencer à travailler ensemble. Alors, ce réseau, ce qui est vraiment important, c'est qu'il va venir se construire sur un territoire. Pourquoi? Parce que comme ça, il va pouvoir bien appréhender la population qui vit sur ce territoire. Il va pouvoir vraiment, quelque part, répondre à un contexte. Alors, il va regrouper l'ensemble des prestataires qui se trouvent sur ce territoire et ces prestataires vont se structurer dans des structures de gouvernance territoriale. Et ces structures de gouvernance territoriale, elles ont vraiment comme mission de développer une approche populationnelle. Ça veut dire qu'ils vont ensemble développer un plan d'action qui va dépendre des besoins de la population, qui va dépendre des réalités du contexte, des ressources disponibles, etc. Alors, au sein de ces structures de gouvernance, donc qui se composent des prestataires, des organisations prestataires, des réseaux existants, mais aussi des personnes, des communautés, on va développer des procédures de prise de décision pour pouvoir mieux travailler ensemble. Alors, pour pouvoir faire ça, eh ben, en fait, on a ce qu'on appelle des facilitateurs d'intégration qui vont pouvoir soutenir la gouvernance dans le chemin de la décision. Et ces facilitateurs d'intégration, c'est quoi? C'est des personnes qui sont capables de mobiliser des données, d'aider à créer quelque part un système d'information interopérable qui permet en même temps de mobiliser ou de partager les données lorsqu'on prend en charge un patient, une personne, mais aussi de créer, par exemple, un tableau de bord au niveau du territoire pour mieux comprendre quels sont les besoins, quelles sont les réalités du contexte, etc. C'est des personnes qui sont aussi capables de réfléchir au financement. Comment est-ce qu'on peut mutualiser des ressources au niveau d'un territoire? Comment est-ce qu'on peut commencer à partager des ressources pour pouvoir penser des parcours de soins, penser des projets communautaires, etc. C'est des personnes qui vont aussi accompagner la gouvernance pour qu'elle rentre dans un cycle d'apprentissage et qu'on puisse à chaque fois faire un petit pas de plus vers l'intégration des services. Et c'est des personnes qui sont aussi capables de proposer des formations qui vont renforcer les compétences des différents partenaires du système. Alors, ça paraît un modèle hyper utopique, évidemment, vous allez me dire, mais en fait, on n'est pas si loin enfin, on est en train vraiment d'aller vers ça en Wallonie. Et donc, les Proxy Santé a eu lieu maintenant, c'est en cours depuis 2 ans. Et en décembre, la ministre de la Santé a fait une déclaration et le système wallon va vraiment aller vers une organisation à 3 niveaux, dans lequel on aura ce premier niveau micro qui est vraiment le niveau de l'interaction entre les personnes et les professionnels. On aura un deuxième niveau qui est le niveau méso, dans lequel on va vraiment en fait retrouver notre réseau local social santé. Et en Wallonie, la décision qui a été prise, c'est qu'on devrait avoir des territoires qui couvrent environ 300 000 habitants. Et finalement, le niveau macro, donc le niveau régional et le niveau fédéral, vont rester là pour pouvoir créer le cadre favorable à l'intégration au niveau micro et méso. Donc, quel est le lien alors entre un système intégré et la résilience? Et est-ce qu'un système intégré est-il alors résilient? Donc, la résilience du système est définie comme sa capacité à
à absorber, à s'adapter, à se transformer lorsqu'il est exposé à un problème sociétal soudain, par exemple Covid, ou progressif, par exemple le vieillissement de la population, tout en conservant le même contrôle sur sa structure et ses fonctions. Et donc, le concept de la résilience est devenu de plus en plus pertinent pour le système de soins de santé, notamment pendant la crise Covid, où on a commencé à voir la réalité. Si les systèmes ne sont pas résilients, qu'est-ce que ça donne? Donc, un problème sociétal soudain, c'est genre les inondations, très soudain, très violent, très difficile et très, très localisé, où le système doit vraiment être capable à gérer le chaos à la fois, mais aussi continuer à fonctionner d'une manière suffisamment complète pour pouvoir prendre en charge les patients et les sinistrés. Il y a aussi évidemment la Covid qui a été un peu moins soudain, mais quand même très, très soudain, mais global à ce niveau-là. Mais on a vu avec la Covid la capacité ou la possibilité de transformer un système via un choc. Donc, la Covid a nous amené avec la vaccination, la campagne de vaccination, que maintenant les pharmaciens peuvent vacciner en officine, qui était un petit peu inimaginable il y a 3 ans. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui renforce l'accessibilité à la vaccination aux patients via leur pharmacie. Et puis, il y a aussi des problèmes plus progressifs, par exemple le vieillissement de la population, où on a vraiment besoin d'une approche multidisciplinaire afin de soigner correctement et d'accompagner correctement les personnes plus âgées. Donc, le lien alors entre la résilience et la crise climatique est de plus en plus pertinent parce qu'on a de plus en plus de chocs, même chaque année, par exemple les canicules, qui sont assez très délétères pour certaines populations très vulnérables. Et aussi, c'est difficile dans certains hôpitaux de continuer à soigner les gens de manière quotidienne comme on fait habituellement. Il y a aussi une nécessité d'adapter le système de soins de santé pour respecter les limites planétaires, pour que le système de soins de santé contribue moins ou ne contribue pas du tout à la crise climatique en étant moins énergivore, en utilisant moins de ressources et en étant moins polluant. Donc, pour aller un peu plus en détail le concept de la résilience, ceci, c'est le modèle de résilience par Carl Blanchett. Et si on applique ce modèle aux soins intégrés, on voit que dans les 4 ingrédients, l'interdépendance et la capacité de pouvoir travailler ensemble et être d'une manière multidisciplinaire est très présent dans les soins intégrés. Il y a aussi la gouvernance interorganisationnelle qui rend le système plus solide. Il y a aussi la nécessité de savoir, d'avoir des connaissances locales, les connaissances de la population et de leurs besoins et des connaissances des ressources disponibles sur un territoire. Et ça, c'est aussi très, évidemment, dans les systèmes locaux régionaux qui a été expliqué par Anne-Sophie, on voit vraiment cet ancrage dans la population et dans la situation locale. Il y a aussi la nécessité de pouvoir échanger l'information et avec l'appui et le soutien des autorités pour aider dans les situations micro, par exemple la communication autour d'un patient, les données autour d'un patient ou une personne, mais aussi au niveau méso, par exemple, pour prendre l'exemple de la vaccination, les taux de vaccination à un niveau avec plus de granularité pour pouvoir voir les gaps et pour pouvoir agir et vise certaines poches de population. Et enfin, la légitimation, une approche centrée sur la population, co-créée avec des professionnels qui connaissent leur territoire et leur population, et dans la vision de légitimité de ces structures. Donc, en prenant ce modèle-là, ça c'est les ingrédients, mais comment arrivons-nous à mettre ça en place avec l'absorbatif, la capacité d'absorption, la capacité d'adaptation et la capacité de transformer en amenant un autre modèle. Ici, c'est un modèle de Giles de 2011 qui explique
comment l'environnement, ici au-dessus, donc les maladies chroniques, les problèmes que je viens d'expliquer, peut avoir un impact sur le système de santé, dans le régime. Et donc, en ayant cet impact-là, il rend le système, il met du pression sur le système. Mais en dessous, on voit des réseaux de gouvernance locale, donc les réseaux des stakeholders qui travaillent ensemble pour créer des innovations pour répondre à des problèmes pour renforcer le système. Et donc, avec du temps, évidemment, le temps ici en bas, on a besoin d'avoir du temps pour que ces innovations deviennent de plus en plus applicables à la réalité, et on a besoin de travailler ensemble. Ça ne se fait pas seul. Il faut vraiment être en réseau pour pouvoir amener ces innovations pour que ça devienne le nouveau qui vient intégrer dans le système. Donc, en conclusion, le développement des réseaux de soins intégrés locaux régionaux pourrait apporter un degré de spécificité locale et de multidisciplinarité et de formalisation qui pourrait contribuer à la résilience du système dans son ensemble. Et la première ligne sociale et santé est un pilier de la résilience du système de santé, et renforcer la première ligne égale renforcer le système. Donc, notre posture, notre position, c'est les soins intégrés. C'est vraiment une manière de rendre le système plus résilient dans sa globalité. Merci beaucoup Anne-Sophie et Béatrice pour cette première présentation. Je vais maintenant donner la parole à Julie Béchet et Diamela Vicencio-Ramsey pour la présentation des projets de soins intégrés. Voilà, je vous laisse la parole. Je vais descendre le micro quand ce sera tout. Bonjour, je suis Julie Béchet, je travaille dans le projet de soins intégrés Réliant et je te laisse. Et moi, Diamela Vicencio pour Chronicopole. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, je suis éducatrice spécialisée de formation. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je suis un peu stressée. Voilà, donc nous, on travaille dans les 2 projets de soins intégrés liégeois. En 2 mots, moi, je pensais que ce serait déjà dit par Anne-Sophie, mais on va s'en charger. Donc, en 2016, il y a eu un appel à projet pour justement des projets de soins intégrés, donc pour que les services travaillent en bonne cohérence avec le patient au centre. Et il y a 12 projets qui ont été acceptés par l'INAMI, hein, puisque donc ce qui concerne les malades chroniques, en sachant qu'il y a toujours de plus en plus de malades chroniques en Belgique, mais aussi ailleurs. Et donc, voilà, vous avez sur le territoire la carte des projets qui ont été acceptés. Donc ici en Wallonie, il y en a 5, il y en a aussi à Luxembourg, un dans le Hainaut et un à Namur, voilà. Donc là, vous avez les objectifs des projets pilotes. Donc nous, on était chargés de trouver avec les partenaires, évidemment, parce que ça, je vous montrerai après, mais de trouver des actions innovantes qui permettraient justement de faciliter la prise en charge des malades chroniques, tout en ayant une meilleure collaboration entre les soignants et les aidants. Donc ici, j'ai fait une dia où on voit qu'on n'est pas tout seul. Donc, c'est ça qui est assez particulier avec les projets de soins intégrés ici, c'est que ça réunit vraiment énormément de partenaires et c'est ça qui relève tous. C'est rare les endroits où il y a, enfin, c'est vraiment une plateforme de concertation et c'est rare les endroits où tout le monde est autour de la table. On a tous les hôpitaux liégeois. On a plein de services de première ligne, donc des médecins, des maisons médicales, etc., des centres de coordination. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un centre de coordination, mais moi, avant, je ne savais pas. Donc, ce sont les services qui dépendent de la mutuelle ou d'hôpitaux et qui organisent l'aide et les soins à domicile. On a encore d'autres partenaires, des mutuelles. On a grandi grâce aussi à l'aide des universités, d'autres associations, santé mentale, CPAS, province de Liège, ville de Liège, et aussi des associations de patients parce que c'était important que les patients soient au centre du projet. Et donc, ça, je dirais après. Donc, les gens se sont concertés pour voir ce qui manquait sur le terrain pour justement que les patients soient mieux suivis et que les services soient mieux organisés, les trajets de soins plus fluides.
donc moi, j'étais pas encore là au tout début, mais donc ils ont relevé les manquements, les besoins de terrain. C'était surtout des besoins micro. Et voilà, le projet a été accepté par l'INAMI. Et donc, ensemble, on a essayé de développer des actions qui allaient dans ce sens-là. Donc voilà, c'était de l'activité physique adaptée, des actions au niveau médication. Ma collègue va vous en parler. Ça pouvait aussi être de l'éducation thérapeutique, donc des groupes de patients qui parlent de leur maladie pour avoir un soutien, une meilleure connaissance et une meilleure prise en charge. Donc ça allait vraiment dans tous les sens, c'était assez ambitieux. Et maintenant, donc, non, peut-être une dia. Non, voilà, elle est là. Ça, c'est un peu le schéma au niveau du timing par rapport à l'évolution des projets. On a eu le temps, on avait 4 ans, on a eu un an de plus avec le Covid pour tester toutes ces actions avec les partenaires, avec plus ou moins de succès. Et on a vu aussi qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. On a régulièrement sondé les partenaires et regardé pour réévaluer, rectifier le tir. Comme vous verrez sur la dia, pour l'instant, on est dans la période de transition. On a fait les bilans et l'INAMI maintenant nous demande de réorganiser plus nos actions vers du méso. Parce que l'idéal, c'est de pouvoir implémenter tout ce qui a été bien fait dans des structures existantes. Voilà, donc évidemment, ça crée aussi des tensions parce que ceux qui ont eu des services qui les intéressaient, micro, ils ont l'impression qu'on leur enlève ce dont ils avaient besoin. Mais voilà, il faut qu'on passe par là pour pouvoir continuer à implémenter les soins intégrés. Donc, comme nous sommes extrêmement résilients, nous allons faire ça comme il se doit, puisque j'ai bien écouté Béatrice. Voilà, et donc, pourquoi doit-on se réorganiser? C'est aussi en vue du nouveau plan interfédéral qui sera normalement rédigé déjà peut-être fin 2024, et puis voilà, pour partir, nous, on pensait que ce sera en 2025, je ne sais pas si ce sera avant, mais en tout cas, on travaille là-dessus. Voilà, ça, je pense que oui, donc je ne sais plus si on avait dit. Ouais, on a donc travaillé en faisant des groupes de travail avec des spécialistes et des travailleurs de terrain pour créer ces actions-là. Donc en concertation, voilà, on a organisé des formations justement à destination des professionnels, par exemple au kiné, pour qu'ils puissent faire mieux connaître l'activité physique adaptée, ou bien des formations sur les outils de priorisation des besoins des patients. Ça, j'en parlerai après. Je vous montrerai 2 outils qui peuvent être vraiment intéressants. Et voilà, dans quel but? Je vais laisser ma collègue parler du quintuple AIM. Avant, c'était 3 AIM. Après, ça a été 4 et maintenant, on est à 5. Donc, on est de plus en plus ambitieux. Et c'est pas plus mal parce qu'il ne faut pas oublier toutes ces dimensions-là. Avant, c'était le bien-être du patient et le bien-être du soignant en économisant les soins de santé, les coûts des soins de santé. Et voilà, je te laisse pour la suite. Aujourd'hui, l'objectif est vraiment continuer, mais rajouter. Par exemple, une meilleure perception des qualités des soins par les patients et pour les citoyens. Ça nous envoie les messages dès qu'on doit essayer d'approcher la santé, travailler sur la prévention. Le bien-être accru des professionnels de la santé, on le voit ici aujourd'hui, en ayant les 10% des populations de médecins qui sont avec une surcharge de travail, avec un turnover et avec une difficulté de remplir certaines sections, certaines villes qui sont vraiment désertes à niveau des médecins et des infirmiers. Une justice sociale et une inclusion en se focalisant sur les plus vulnérables, c'est pour éviter, comme toujours, la santé en deux vitesses. L'utilisation efficiente des ressources, je n'ai pas de mots à dire sur ça, et une amélioration de la santé à niveau de la population pour tous et pour toutes. Je passe. Qu'est-ce que nous avons mis en place pour que ça puisse être fait et organisé? On a travaillé l'année passée, déjà auparavant, mais moi j'ai rentré l'année passée, donc je parle de ce que j'ai fait. On a travaillé sur la révision de la médication. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des soirées pour informer et pour financer la révision de la médication faite par les pharmaciens d'officine. En effet, nous avons constaté que c'était une action qui fonctionnait bien dans des autres projets wallons et que nous voulions aussi développer, tout en sachant qu'en 2023, cette action allait être financée une petite partie par l'INAMI. Dans notre proposition, il y avait inclus les infirmiers. Par l'INAMI, cette personne n'est pas financée, c'est uniquement les médecins et les pharmaciens. Et on trouve que la sensibilisation, la visibilisation, les contacts avec les patients devaient être aussi pris en compte, mais à cet stade-ci, il n'était pas
dans la discussion. Mais nous continuons à porter cette voix, à montrer l'importance de le travail aussi des personnes qui sont les plus proches de patients et qui peuvent facilement identifier ce type de difficultés. Je sais que la plupart sont des formations, donc je ne vais pas rentrer trop sur les numéros. Mais vous savez bien que là où il y a plus de difficultés, c'est surtout dans les maisons de repos. Petit clin d'œil à la VIC. Donc, c'est peut-être un lieu important où on peut aussi développer la révision de la médication et voir dans quelle manière on peut agir pour favoriser la révision de la médication tout en créant un travail plus élaboré que ça qu'on avait développé jusqu'à maintenant. Et c'est une question qu'on continue sans trouver vraiment on a des pistes, mais là, c'est la difficulté toujours de si c'est la VIC, si c'est l'INAMI, de comment on peut avoir les mêmes discours, comment on peut instaurer des mesures qui puissent être utiles. Voilà, c'est une des difficultés qu'on a trouvées par rapport à la révision de la médication. Mais par contre, on a eu des échos des pharmaciens d'officine qui trouvaient vraiment que c'était une prise en compte de sa réalité. Ils étaient surchargés, ils se sentaient parfois oubliés. Et c'est bien qu'il peut, par exemple, faire la vaccination en officine, mais ils se sentaient en quelque sorte, on a eu des échos qui étaient, voilà, que personne les écoutait, qu'on les rajoutait des travaux, des difficultés, mais pas un positionnement clair, une voix, un espoir. Donc, la révision médicamenteuse, les soirées qu'on a organisées, a en quelque sorte servi à que les pharmaciens ne soient pas toutes seuls, ils se sentent, qu'ils puissent se sentir partie des soins intégrés et comprendre qu'ils ont aussi un rôle hyper important à jouer. Par après, on a aussi développé la réconciliation médicamenteuse et c'est un projet que Reliant l'avait déjà lancé l'année passée, que Clinicopole commence à petit à les intégrer. La réconciliation médicamenteuse passe, comme vous pouvez voir là, avec une petite enveloppe à la sortie de l'hôpital. Pour expliquer, c'est que il y a souvent des erreurs à niveau de la médication à l'entrée et les sorties de l'hôpital. Une personne âgée qui n'a pas un bon schéma de médication va rentrer à l'hôpital avec une série de médications gardées dans son armoire. À la sortie, il va recevoir des autres médicaments. Comme il n'a pas encore compris que les médicaments qu'il avait avant, il devait arrêter de les prendre, il va continuer à les prendre au même titre qu'il va prendre les nouveaux médicaments. Ça fait une grande boule et l'idée, c'est pouvoir sensibiliser les différents services au sein des hôpitaux et sensibiliser aussi les pharmaciens à l'enveloppe aux jeunes dans lesquels il y a tout les schémas de médication pour pouvoir aider et inviter aussi les patients à revoir toujours son médecin généraliste. Voilà, vous pouvez voir un peu les pas à suivre par rapport à la réconciliation et je pense que c'est fini. Voilà. Donc, parmi les actions, après les actions de médication qu'on a mis sur pied, donc on n'a pas tout inventé. Il y avait déjà des gens qui avaient ces idées-là et il y avait déjà des bonnes pratiques dans certains endroits. Donc, ce qu'on a seulement fait, c'était les diffuser parfois aussi. Et essayer de les étendre de manière systématique. Et donc, c'était en ça qu'on est aussi une plateforme de rencontre avec tous les services. Donc ici, je vais parler du case management. Je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce que c'est, mais bon, il y a plusieurs définitions, plusieurs manières de concevoir le case management, mais en gros, ici, dans les projets pilotes, ce sont des travailleurs sociaux, on avait 3 case managers, qui vont voir les patients qui sont dans des situations complexes. Donc, si vous regardez dans les patients chroniques, il y a un petit, comme un triangle, la base, il y a 75% de patients qui savent se prendre en charge, et puis vraiment dans le haut de la pyramide, il y a peut-être 5% de personnes qui, en plus de problèmes de santé, cumulent d'autres difficultés psychosociales, économiques, et donc, évidemment, c'est plus compliqué pour que ces patients se soignent convenablement. Et donc, on a pu tester ça, notamment, pas seulement, on a travaillé avec beaucoup de services, mais aussi, c'est vrai, on entend mieux, le CHU. Donc, on a collaboré avec le service social du CHU. Donc, quand ils avaient des patients qui sortaient de leur service social et que les AS voyaient que c'était des gens fragilisés et en situation complexe, elles ne pouvaient pas aller à domicile. Et donc, elles prenaient contact avec nos case managers qui prenaient le relais. Quand elles faisaient toute l'analyse qu'elles pouvaient avant,
Et puis, quand on savait mettre un centre de coordination, évidemment, bah, ils le mettaient en place parce qu'il y a tout ce travail-là que nous, on ne fait pas. Hein, on n'est pas là pour faire le travail des autres. Ça a été un sujet de discussion important parce que c'était aussi une crainte que certains partenaires avaient. Et donc, les case managers allaient à domicile. Il y a très peu de services qui vont encore à domicile. Il y a des gens qui n'ont même plus du tout accès à leurs droits. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui manquait. Et donc, les case managers prenaient le temps, regardaient avec les gens ce qu'il fallait, notamment avec certains outils, donc des réunions de concertation. Donc, ça, c'est des réunions qui sont rémunérées avec des intervenants autour des personnes. Les médecins ne sont pas très friands de ces réunions en général. Mais, enfin, je dis ça parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Je pensais qu'il y aurait plein de médecins, en fait, mais il y en a peu. Je voulais un peu leur lancer la balle, mais voilà, ça ne sert. Et donc voilà, ils remettent un réseau autour des personnes, regardent ce qu'il y a déjà en place. Ce sont des personnes qui n'ont pas toujours de médecin traitant, qui usent aussi beaucoup les services parce qu'ils sont dans la plainte, mais on ne sait plus très bien quoi faire avec eux. C'est des gens qui reviennent tout le temps aux urgences. Et donc, les travailleurs aussi sont eux-mêmes en questionnement et usés parce qu'ils ont l'impression que tout ce qu'ils font ne sert à rien, quoi. Donc, c'est pour décoincer ce genre de situation-là. Et puis, quand les choses se sont remises en place, bah, le case manager se retire, mais on n'avait pas de limite de temps. Donc, ça, c'était pratique aussi. Et donc, les gens se sentaient finalement assez soutenus et ça permettait de relancer une dynamique intéressante. Voilà, donc facilitateur de réseau. Ça, j'ai parlé, la situation complexe. Je vous laisse quand même regarder la dia. Donc, parmi les outils et parmi les actions qu'on a développées, on a pris connaissance de 2 outils, un outil liégeois et un outil suisse. Donc, GOC, ça veut dire Goal Oriented Care. Donc, ce sont des outils qui sont orientés sur les besoins et les difficultés, enfin, surtout les besoins des patients. Donc, attention, ce n'est pas utile pour tous les patients, hein, comme gens qui se débrouillent très bien. On n'est pas pour faire de la surintégration non plus, mais pour certains, c'est utile. Donc, un des outils qu'on a diffusé à Aurélien, on en a fait la promotion, on a organisé des formations. Au début, on avait 20 personnes, maintenant, on a plus de 100 inscrits, donc des travailleurs de tous les hôpitaux. Ça fonctionne vraiment bien parce que les gens se rendent compte que c'est du temps consacré, mais que sur le long terme, c'est du temps gagné. Parce que parfois, on se dit, ben, pour ce patient-là, ben, ce qui serait bien, c'est déjà qu'il ait une meilleure hygiène ou bien qu'il arrête de boire. Et puis, on se rend compte que les gens, leur priorité, c'est pas du tout ça, que ils vont perdre leur logement et ce qu'ils voudraient, c'est pouvoir régler les problèmes avec leur aide familiale. Donc, ça permet de faire le tour de tout un tas de domaines dont on ne parle pas toujours. Et donc, les 2 heures qu'on prend, nous, on rétribuait aussi les professionnels qui faisaient passer ces entretiens-là. Donc, l'INAMI nous subsidiait donc, c'était une manière de soutenir ces outils-là, qui sont donc évidemment centrés patients. Et ce que je disais, enfin, voilà, donc on a formé aussi les professionnels à ces outils. Donc, ça, c'est l'outil liégeois qui a été développé par la IGS et par aussi Fusion Liège. Donc, comme ça, vous avez une idée. C'est 3 feuilles de papier. On fait le tour des domaines dans lesquels le patient, enfin, il a une priorité et puis on travaille là-dessus. On travaille aussi la résistance au changement. Et ça, c'est une photo, c'est pas très représentatif, mais de l'outil et l'ADEP, donc qui est un outil qui a été créé en psychiatrie dans un hôpital, le CHU de Lausanne. Et pareil, on a différents thèmes et on fait le tour avec la personne de quelles sont ses difficultés et quels sont ses besoins. Bon voilà, je ne vais pas m'étendre plus, mais comme je vous dis, ben, ça permet aussi de redonner du sens pour certains travailleurs qui parfois se rendent compte que ben, ils étaient à côté ou bien ils se sentent de nouveau capables d'aider les personnes et en général, ça fonctionne bien. Donc le CHU demain et vendredi, ils ont organisé une formation qui s'appelle Patient Safety et ils vont présenter notamment les résultats de la collaboration qu'ils ont menée avec nous face à ces patients donc complexes qui ont été suivis avec Case Manager et puis avec Case Manager et outils GOC. Et ils voient très clairement, enfin, il ne nous a pas encore donné les chiffres parce qu'il les donne demain, je vais dire en priorité, qu'il y a vraiment beaucoup moins d'hospitalisation une fois que les patients ont eu ces outils-là pour gérer leur situation au retour à domicile. Voilà.
Ben, j'ai terminé. Je crois que les liens avec la durabilité, ben, évidemment, la prévention, c'est presque un synonyme de durabilité pour moi. Je crois que vous aurez compris que le travail en réseau reste ben, un élément vraiment clé pour éviter les pertes d'énergie et également le perte d'énergie chez le patient. Ben, l'inclusion sociale, parce qu'on a parlé de tout ce qui est des déterminants de la santé, enfin, qu'il n'y a pas que la santé physique et mentale, il y a tout ce qui est autour, notamment l'inclusion sociale, et que c'est un travail donc sur plusieurs niveaux. Et voilà, l'empowerment du patient, parce que on se rend compte que pour la qualité de vie des patients, ben, il y a parfois peut-être un changement de positionnement à avoir, une humilité ou il a peut-être besoin d'avoir une place plus importante pour qu'on travaille mieux parce que, bah, plus on l'écoute, plus aussi on se rend compte de ses priorités et de ce qui peut marcher, quoi. Même si c'est peut-être moins ambitieux, mais voilà, on avance différemment. Voilà, moi j'ai terminé. Merci à toutes les deux pour cette intervention très intéressante. Je vais inviter maintenant les intervenantes et les intervenants à venir s'installer sur le devant de la salle. Et on va procéder à un petit moment d'échange et de discussion et de débat avec les oratrices et les orateurs. Donc tout d'abord, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux deux présentations? Merci Céline. En fait, je regarde un peu qui y a dans le public et je pense qu'il y a des personnes qui sont tout à fait familières avec le concept de soins intégrés. Et puis, en tant qu'enseignante en pharmacie, je vois une partie de mes étudiants et je ne suis pas sûre qu'ils aient vraiment tout compris en finesse. Et donc, j'aurais voulu demander à l'un d'entre vous d'expliquer, enfin, de vulgariser un petit peu le concept et d'expliquer aux étudiants. euh, Quel est clairement, enfin, en quoi un patient qui est dans la bonne région géographique, donc soit du Chronicopole ou de Rélian, et qui est intégré dans ce dispositif, qu'est-ce qu'il va percevoir, qu'est-ce qu'il va, enfin, de quoi va-t-il bénéficier plus qu'un patient qui n'est pas dans enfin, dans un des projets pilotes, quoi. Quelle différence si on prend par exemple un patient diabétique, c'est peut-être un exemple facile. Quelle va être la différence de traitement, entre guillemets, enfin, je ne parle pas de traitement médicamenteux, évidemment, mais euh, qu'est-ce qu'il va avoir en plus par rapport à un autre patient? Vous pouvez déplacer les micros si besoin. Plus intégré, ça veut dire plus cohérent. Donc, pour les diabétiques, justement, ce sont des patients qui sont en général un peu gâtés parce qu'il y a déjà pas mal de choses mises en place pour aider leur parcours de soins. Donc, il y a déjà pas mal de collaboration entre les intervenants. Mais comme ça, moi, je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour tout un tas de pathologies. Et en quoi est-ce que le patient va vraiment sentir qu'il est qu'il est sur le territoire d'un projet intégré? Ben, c'est des actions assez, comment dire, c'est par des petites choses, mais on a dû commencer par des choses assez locales. Mais donc, il pourrait très bien bénéficier d'un cours d'activité physique adaptée, gratuit, qui puisse lui permettre de rester en bonne santé, de faire ça avec des personnes qui ont la même pathologie que lui, avec un encadrement correct. Les gens se connaissent mieux aussi, tous les intervenants. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire comme c'est une plateforme qui est
pas neutre, mais pluraliste. Enfin, les intervenants se connaissent mieux et les réorientations, les interactions entre les services se font mieux. Donc, on a plus facile de dire à cette personne, ben, tiens, il y a ça qui existe pour toi. On se connaît mieux. Bon, moi, c'est ça que je répondrai. Il y a sûrement d'autres éléments, mais c'est à ça que je pense en premier. Voilà, il y a eu d'autres choses, la carte contact ad hoc que les patients en perte d'autonomie peuvent avoir dans leur portefeuille avec le nom de tous les soignants et les intervenants autour d'eux, pour ceux qui sont aussi qui arrivent à l'hôpital et qui ne savent plus dire qui sont toutes ces personnes. Donc, tout ce qui facilite, il y a des choses qui facilitent le lien entre le domicile et l'hôpital, donc notamment cette carte-là, ben, la connaissance entre les personnes. Et puis, voilà, l'enveloppe jaune, quand ils ressortent, ils ont un schéma qui a été, enfin, quand ils arrivent à l'hôpital, le schéma a été revu par le pharmacien, et quand ils sortent, ils passent à la pharmacie et on remet à jour leur traitement, toutes ces choses-là. Donc, voilà ce que je peux dire, et si quelqu'un veut compléter. Mais moi, je dirais peut-être que c'est aussi une autre manière d'envisager l'organisation du système de santé et du coup l'accompagnement des personnes. Un des points centraux, c'est vraiment de se dire que déjà, on ne limite plus la santé aux soins, mais qu'on va vraiment voir le patient dans sa globalité et donc prendre autant les aspects soins que les aspects sociaux, accompagnement, etc. L'intégration des services remet aussi vraiment au cœur du système les services qui sont en première ligne, donc les médecins généralistes, les maisons médicales, les assistants sociaux, les pharmacies, alors qu'aujourd'hui en Belgique, on est dans un système qui est encore très hospitalo-centré. C'est aussi avoir envie en tant que professionnel de se lancer dans une nouvelle aventure et de se rendre compte qu'en fait, aujourd'hui en Belgique, chaque profession défend quelque part un peu son précaré et que là, plutôt que de réfléchir par profession, on peut réfléchir à comment est-ce qu'ensemble, on va réussir à prendre soin d'une population qui est la population de responsabilité sur le territoire dont on s'occupe. Et donc, pour les pharmaciens, ça veut dire, par exemple, comme Béatrice l'a expliqué, à certains moments, changer un petit peu les frontières professionnelles qui sont les nôtres, parce qu'à ce moment-là, on se rend compte qu'en fait, ce serait une bonne idée que les pharmaciens puissent prendre en charge la vaccination parce qu'en fait, le système en a besoin. Ce serait une bonne idée que les pharmaciens puissent s'impliquer dans la révision médicamenteuse, dans le dépistage de certaines pathologies, etc. Mais tout ça, c'est pas le pharmacien qui le décide tout seul, c'est le pharmacien qui réfléchit avec les autres prestataires à comment est-ce qu'en fait on peut organiser un système qui est plus cohérent et qui permet du coup non pas forcément de déléguer des tâches, mais en tout cas d'organiser des tâches qui vont pas être faites par ailleurs parce qu'en fait les autres intervenants sont submergés. Et donc souvent c'est ça aussi qui pose problème, c'est que du coup chaque profession dit non mais ça c'est ma responsabilité, c'est moi qui le fais, etc. Mais finalement on n'a quand même pas le temps de le faire. Alors en fait, si on n'a pas le temps de le faire, autant que l'organisation soit faite autrement et que certaines personnes puissent le faire et bien le faire parce que ça peut se mettre dans l'organisation de ces personnes-là. Donc voilà, donc c'est pour ça que quand on parle d'intégration des services sociaux de santé, il y a vraiment les deux niveaux. Il y a vraiment comment est-ce qu'on coordonne, comment est-ce qu'on organise les choses autour du patient et puis comment est-ce que quelque part les services vont réfléchir ensemble à cette organisation et à cette possibilité en fait de mieux collaborer autour d'un patient et pour une population qui vit sur un territoire. Je ne sais pas si c'est plus clair. Merci. D'abord, je voulais vous féliciter parce que j'ai appris des trucs sur des choses qui sont totalement en dehors de mon horizon, parce que je vis dans une de ces tours, hein, dans un de ces silos, dans lequel on s'occupe d'un point très, très spécifique. Et donc, c'est très intéressant d'avoir cette vision plus systémique. Merci. La deuxième chose que je voulais faire, je ne vais pas trop mêler ton boulot, Céline, mais peut-être que ça serait intéressant, avant de continuer dans la discussion, que tout le monde dise en peut-être quelques mots qui vous êtes, parce que moi, je vous connais en bonne partie, mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et donc, comme ça, on sait à qui on peut poser quoi comme question. Et peut-être que ceux qui n'ont pas fait la présentation disent un peu quelle est votre intrication avec ce système-là et qu'est-ce qui était votre rôle là-dedans. Ça m'intéresserait de savoir, même si je l'ai vaguement entendu tantôt, je ne le sais quand même pas en détail. Et puis, la question que j'avais, c'était... en gros, ça enchaîne un peu sur ce que vous venez de dire et la question de Geneviève, qui est, la mienne, c'est comment est-ce que vous le vendez alors, votre truc?
Non, mais c'est vrai, dans un sens, ici, vous dites, nous sommes dans un système qui est hospitalocentrique, moi je suis dedans. Hein, quels sont les bénéfices que vous pouvez vendre à un politicien qui devrait implémenter ce système, le soutenir? Par exemple, qu'est-ce que vous avez comme, entre guillemets, preuves de littérature qui peuvent dire on diminue les coûts, hein, ça intéresse toujours tout le monde. Moi, je suis un convaincu. Moi, je suis un convaincu du système, enfin, de cette histoire de s'ancrer dans un territoire et de créer de la résilience par une interdisciplinarité et sortir des silos, etc. C'est quelque chose qui me paraît, moi, intuitif, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tout le monde, et plus particulièrement que ce soit politiciens ou peut-être justement des gens qui défendent les intérêts, comme on le conçoit généralement, de manière très territoriale, d'un sous-système dans le système, mais c'est à moi, par exemple. Donc, j'ai entendu l'ébauche de ceci, mais ça m'intéresse de savoir, mais quelles sont vraiment les choses que vous pouvez mettre sur le tapis à dire, c'est vraiment utile ceci, et peut-être même en termes de durabilité. Voilà, je vous passe le micro. J'ai les micros normalement, mais si vous préférez. Okay, bonsoir à tout le monde. Donc, mon nom est Didier Maquet, je suis professeur au sein du département des sciences de la motricité. Je coordonne également la réadaptation après cancer pour le CHU de Liège, donc j'ai un peu la casquette de l'hôpital et de l'université. Alors, si je suis présent, c'est parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec le Chronicopole, tout simplement parce que nous avons, dans un projet hospitalo-universitaire, développé le projet Citoyen sportif, j'agis pour ma santé. C'est un projet qui a été initialement financé par la Fondation contre le cancer, puis par la Fondation Léon Frédéric. Et l'idée, finalement, c'est de créer un lien entre le milieu hospitalier et l'autonomie du patient. Le constat, c'était de se dire qu'il y a une grande difficulté pour le patient de se séparer du milieu médical, d'une part. Le patient, quelle que soit finalement, je pense, l'affection chronique, lorsqu'il vient dans un centre de réadaptation, que ce soit post-cancer, post-affection cardiaque, respiratoire ou autre, ben, il y a d'abord un état finalement où le patient est rassuré d'être dans un milieu hospitalier. Il y a des relations sociales qui s'établissent, mais bien entendu, je dis toujours aux patients, ben, le but, c'est pas de venir à l'hôpital pendant des années pour faire pratiquer de l'activité physique, de l'activité réadaptative. Et donc, c'est de ce constat-là qu'on est parti en se disant, on doit créer un lien entre la séparation du milieu médical et la pratique autonome des activités physiques, parce qu'on parlait finalement de pharmacologie. Je pense que si on pouvait mettre l'activité physique, le sport dans une gélule médicamenteuse, ce serait la gélule la plus prescrite au monde, puisque il est clairement établi que c'est la gélule qui répondrait aux objectifs de plus grand nombre d'affections. Et donc, c'est ainsi qu'on s'est dit, mais tiens, on doit s'ouvrir à quoi? Certainement s'ouvrir aux locaux régionaux et aux pouvoirs locaux. Moi, j'ai vraiment le sentiment que les pouvoirs locaux, les villes, les communes, ont un rôle essentiel avec les professionnels de la santé dont ils disposent pour offrir des activités santé adaptées à la population, entre guillemets, fragilisée. Et donc, c'est de ce constat-là qu'on a lancé ce projet Citoyen sportif, j'agis pour ma santé, au départ pour le post-cancer, puisque nous étions financés par la Fondation contre le cancer. Mais au jour d'aujourd'hui, ben, je pense qu'on peut presque en avant-première, hein, puisque c'est tout récent. On a un soutien de Madame la ministre Montréal et le CHU de Liège vient de signer un projet de subvention pour l'extension à 30 nouvelles communes partenaires, non seulement pour le post-cancer, mais pour toutes les autres affections chroniques et pour le vieillissement en bonne santé. Donc, ce sera un petit peu notre cheval de bataille avec Monsieur Laurence qui est ici dans la salle, avec Monsieur Mouton et avec les collègues dont Thierry Bury qui ont largement participé à ce projet, ben, d'essayer de mettre en place finalement cette labellisation ville et commune santé et cette notion de citoyen actif finalement et de création de liens entre le milieu hospitalier et l'autonomie du patient. Et je pense que là, vraiment, on rentre dans des bassins de soins et je pense qu'il y a place pour finalement, non plus les patients, mais les citoyens qui sont en fait des patients de tous les hôpitaux. Je pense que les hôpitaux doivent s'ouvrir aussi à cette notion. Ce sont mes patients.
pourquoi est-ce que tel hôpital va ouvrir une activité un peu loin de chez eux, etc. Je pense que dans l'organisation future des soins de santé, de toute façon, on n'est pas dans un système où on va pouvoir continuer à accueillir ad vitam aeternam les patients au sein des milieux hospitaliers pendant de longues durées. Donc, il va falloir les réorganiser. Donc, voilà, j'ai peut-être été un peu long, mais j'ai planté le décor. Je pense la raison pour laquelle je suis présent. Et donc, le Chronicopole, pour une des communes partenaires, on en a actuellement 8, soutient l'activité avec la commune de Marchand. Merci. Donc moi, je m'appelle Alexandre Mouton, je suis chargé de cours collègue de Didier Maquet au département des sciences de la motricité. On travaille en effet sur ce projet commun, mais je vais évidemment parler peut-être d'un autre projet qui concerne aussi Chronicopole Reliant, donc qui était à la genèse du projet. On a développé un projet qui s'appelle un projet de littératie physique. Alors, vous connaissez sans doute la littératie en santé, qui permet aux patients finalement d'être acteurs et en meilleure connaissance de sa santé. Étant spécialiste du mouvement, l'idée c'était de se dire comment on peut rendre un patient davantage acteur ou un participant de son style de vie actif. Et là, finalement, ce concept, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller au-delà du physique. On parlait tout à l'heure, aller au-delà du soin, c'est se dire, on va aussi tenir compte des aspects sociaux, psychologiques et cognitifs. Donc, c'est quelqu'un qui sait, qui est motivé et qui est compétent dans le mouvement et qui va utiliser ses compétences tout au long de sa vie, quelles que soient les barrières qu'on peut rencontrer. Et donc, je me suis spécialisé dans ce domaine-là et on a collaboré avec plusieurs maisons médicales, notamment. On peut peut-être considérer, pour faire le lien avec ce qui a été dit jusqu'à présent, que les maisons médicales, c'est peut-être un environnement favorable pour lancer ce type de projet. On a avec des patients qui sont dans un régime sous forfait et on peut avoir une dynamique d'équipe. Et donc, grâce à ça, et grâce à Reliant Chronicopole, on a pu lancer ce qu'on appelle des entretiens bilan littératie physique pour le patient. Le principe, c'était quoi? C'était que tout membre du personnel de la maison médicale, ça peut être un médecin, ça peut être un kiné, ça peut être le psychologue, peut orienter le patient vers ces entretiens de littératie physique. Je regarde ma collègue Laurent Boulanger qui mène ces entretiens pour le moment. Et donc, on collabore avec plusieurs maisons médicales, comme le Centre de santé de l'Amblève, où travaille ici Monsieur Burette. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ça va dans un sens, mais l'idée, c'est qu'il faut aussi essayer de faciliter le travail des médecins. On l'a dit, on n'a pas le temps de tout faire. Et ça, les études montrent très bien que les médecins ne vont pas avoir le temps forcément de faire ces bilans spécifiques en matière d'activité physique et que les éducateurs physiques peuvent être formés à cette fin-là. Et donc, on a créé une collaboration qui est intéressante et qui va justement jusqu'au transfert du patient vers des activités physiques dans sa communauté, ancrée localement. Et donc, le projet citoyen sportif est une possibilité, mais on essaie aussi de faire des liens avec ce qui se passe déjà dans la communauté, les clubs sportifs, les associations sportives. Donc, un de mes projets principaux, c'est d'essayer de réduire ce chaînon manquant, de faire en sorte que du milieu médical jusqu'au milieu sportif ou associatif, le patient puisse être dans un continuum de prise en charge le plus optimal possible, en tout cas au niveau physique. Voilà, j'ai synthétisé aussi le possible. Bonsoir, donc moi je m'appelle Philippe Burette, je suis médecin généraliste et je dirige le centre de santé de l'Amblève à EY. On est 45 travailleurs de la santé en travaillant en interdisciplinaire. Et je réponds à Félix sur la manière de vendre le projet et vous expliquer comment je suis tombé dans le projet. Un jour, le directeur ici médical du CHU, Pierre Gillet, m'a dit viens un peu avec moi en Allemagne, je dois te montrer quelque chose. Et on est allé ensemble dans la forêt noire, un petit village qui s'appelle Kinzigtal. Et on nous a montré là-bas que dans une population de 30 000 habitants, à un moment donné, il y a un ancien spécialiste qui s'est dit, tiens, je vais un peu voir ce qu'on peut faire autrement dans une population. Il a été trouvé le généraliste et ils ont réfléchi ensemble, ils se sont dit, est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on fait autrement? Et ils ont essayé de faire autrement, c'est-à-dire beaucoup plus travailler sur la prévention, beaucoup plus travailler sur l'intégration entre eux et avec les professionnels. Ils ont un petit hôpital là-bas, ils travaillent également avec l'hôpital. Et ils ont progressivement enrôlé dans le projet une partie des 30 000 habitants de la vallée, à peu près 20 000 habitants. Et le gros atout de ce monsieur-là, c'est qu'il était capable aussi de faire des statistiques correctes pour voir quel était l'avantage de ce type de travail.
Et il a fait un deal avec les mutuelles, c'est un peu comme ça qu'on appelle ça en Allemagne, avec les mutuelles, en leur disant, bah, écoutez, si dans notre population qu'on va enrôler, entre guillemets, on parvient à faire des gains d'efficience, c'est-à-dire que ça coûte moins cher les soins de santé que la moyenne allemande, est-ce que vous êtes d'accord de nous rétribuer cet argent? Voilà. Et après 5 ans de travail, ils avaient déjà 5 millions de gains d'efficience pour une population enrôlée d'environ 15 000 habitants. Donc c'est énorme. Si vous mettez ça au niveau de toute l'Allemagne, vous imaginez les gains d'efficience. Alors vous allez me dire, oui, mais si c'est pour avoir une population qui est moins bien soignée, ça ne sert à rien. Eh bien non, après 10 ans, ils ont aussi calculé qu'ils avaient augmenté l'espérance de vie d'1 an et demi, ce qui est énorme en statistique. Hein. Et donc, on est revenu de là-bas en se disant, ben, pourquoi pas ici? Hein. Et c'est à ce moment-là qu'ont commencé les appels à projets pour les projets de soins intégrés. Et c'est comme ça qu'on est rentré dedans. Et voilà, jusque maintenant, donc pendant les 4-5 premières années, là, donc on a développé essentiellement des micro-projets. Et donc, le fait que je travaille dans un centre de santé qui est suffisamment grand, ça a vraiment servi de laboratoire au Chronicle Pole. On a testé beaucoup de projets dans notre centre de santé. Mais l'idée maintenant, et à juste titre, de l'INAMI, c'est de dire, ben, essayons maintenant de faire du niveau méso et essayons d'étendre les projets, les micro-projets qu'on a créés et de voir si c'est réalisable au niveau de population. Alors, au départ, dans les soins de santé intégrés, il était prévu aussi de calculer l'efficience, hein, donc, et de faire comme en Allemagne, de redistribuer au projet les gains d'efficience qu'on pouvait réaliser, mais ça n'a pas été calculable en Belgique pour différentes raisons, notamment des capacités de le faire. Donc, les fonctionnaires de l'INAMI nous ont dit à un moment donné, non, on ne sait pas le faire, on ne sait pas calculer si vous allez faire des gains d'efficience, et à ce moment-là, les projets ont un petit peu changé et on a donné des budgets à chaque projet, des budgets fixes d'année en année. Donc, mais l'idée, au départ, c'était quand même ça. Et donc, maintenant qu'on a 2 ans pour préparer la transition, donc 2 ans de transition pour préparer l'étape suivante, on essaie effectivement de se dire comment on va faire les projets au niveau méso et comment maintenant, parce que les données de santé ont changé aussi, sont beaucoup plus informatisées, on va aussi réfléchir comment on va pouvoir calculer ces gains d'efficience sur une population particulière. Parce que là-bas, vous vous êtes présenté. Bonsoir, excusez-moi. Michel de Marteau, je suis docteur en santé publique et j'ai dirigé l'Observatoire de la santé de la province de Hainaut. J'ai participé aussi au lancement du projet Pacte sur la Louire, Bordeaux et Binche. Donc je suis ravi de voir comment les choses évoluent et progressent en matière effectivement d'organisation du système de santé, de soins intégrés. Mais je reste un observateur un peu critique sur ce qui est en train de se passer. Je vous explique pourquoi. Parce que travaillant à l'échelle d'une province et beaucoup avec les communes, on en a parlé notamment en termes de motricité, j'ai l'impression que le projet Proxy Santé pour le moment passe un peu à côté. D'abord parce qu'il n'a pas suffisamment intégré la notion de prévention et promotion santé et de santé mentale. Alors on m'explique que c'est parce que c'était des décrets qui ont lieu avant et que tout ça va se mettre en place après, mais bon, je pense qu'on aurait dû penser dès le départ l'organisation de la première ligne en intégrant la démarche de prévention de promotion santé, la démarche de santé mentale. Elle vient après, mais on devra continuer à construire quelque chose après 2024, puisque voilà, les choses se mettent en place peut-être politiquement, peut-être pas de la bonne manière. Puis, une autre observation critique, c'est si on veut des territoires de santé effectivement résilients, il faut à un moment donné abandonner la vision uniquement organisation du système de soins et il faut pouvoir se référer à des approches qui sont plutôt politico-administratives. Si on organise le territoire de santé à partir d'une approche uniquement des hôpitaux, des professionnels de soins, on ne va pas y arriver. Il faut davantage réfléchir en termes de comment est organisé finalement le politique et l'administratif. Si on construit des territoires de santé qui n'ont rien à voir pratiquement avec les communes ou avec les arrondissements ou avec d'autres types d'organisations, on ne va pas arriver à organiser quelque chose en termes d'alimentation, d'activité physique, de mobilité, des déterminantes. En fait, on sait que
l'essentiel des déterminants de la santé sont en dehors du système de soins. Donc, si on ne s'occupe pas des déterminants sociaux et des déterminants de santé à partir de l'organisation politique administrative, ben, on n'aura finalement pas construit des choses. C'est pour ça que d'où vient ces 300 000, je ne comprends pas bien, puisque la première ligne du côté néerlandophone est organisée autrement, que la plateforme wallonne de la première ligne a proposé un premier niveau autour de 100 000. Voilà, on a l'air de couper un peu la poire en deux, de faire quelque chose entre le 100 et le 500. 300 000, ça correspond à rien, pratiquement sur un plan politique et administratif, à part peut-être la province de Luxembourg. Je ne comprends pas bien. En fait, il y a beaucoup d'explications. Je vais essayer de reprendre vos questions peut-être dans l'ordre. Donc d'abord, par rapport à vos questionnements sur Proxy Santé, c'est un long processus. C'est un processus qui est encore en cours et qui continue maintenant. Il y a toute une série de groupes de travail qui vont être organisés pour écrire le décret et après pour détailler tous les arrêtés qui viennent dans la suite du décret, qui vont entre autres aborder énormément de thématiques dont vous venez de parler et qui ont prévu de faire le lien, non seulement évidemment avec la promotion de la santé, mais aussi avec des compétences qui sont plus de l'ordre du fédéral et sur lesquelles la région wallonne et la Vic ont moins d'emprise. Voilà, par exemple, tout le secteur hospitalier, etc., c'est des choses qui ne sont pas forcément des compétences de la région wallonne, donc il faut aussi à un moment donné que les choses puissent s'accorder entre la Wallonie et le fédéral. Alors, par rapport au territoire... Bien sûr. Oui, par rapport au territoire, en fait, donc nous, de notre consortium, on s'est rendu sur le territoire et on a essayé vraiment de comprendre quelles sont les dynamiques qui existent déjà aujourd'hui. Et on a fait des ateliers dans 7-8 endroits en Belgique, en Wallonie, pardon, en essayant de pousser la porte d'entrée à chaque fois par un prisme différent. Donc, on a été, par exemple, à Verviers à travers la GEF, le Cercle de médecine générale. À Liège, on est venu à travers le CIST. À Mons, on a été à travers l'intercommunal. À Namur, on est passé par le réseau hospitalier. Dans le Brabant wallon, on a été à travers le centre local de promotion de la santé, etc. Et on a essayé vraiment à chaque fois de demander aux gens, dessinez-nous votre système, expliquez-nous comment est-ce que vous vous organisez, comment est-ce que vous prenez des décisions ensemble. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à beaucoup d'endroits, les territoires étaient déjà fort cohérents. À Liège, c'est un peu moins le cas, on ne va pas vous mentir. Mais par exemple, à Verviers, à Charleroi, dans le Brabant wallon, dans la province du Luxembourg, etc., les territoires sont cohérents, ils font sens pour les acteurs de la première ligne, ils font sens aussi pour les habitants. Alors, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on est retourné dans les chiffres. On a été faire des cartes. On a mis en carte, en fait, toutes les structures de la première ligne qui s'organisent sur base territoriale. Les cercles de médecine générale, les cercles de pharmacie, les cercles infirmiers, les CLPS, les OST, j'en oublie, les CIST, les RML, etc. Donc, il y a énormément de structures de première ligne qui s'organisent sur base territoriale. On a fait les cartes de tout ça et on a regardé à quel point les logiques territoriales se superposaient. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en Wallonie, il y avait vraiment des logiques territoriales au niveau de la première ligne qui faisaient sens. Et quand on regarde les endroits qui font sens, eh ben, ça s'apparente en général à des zones qui tournent autour de 300 000 habitants. Alors, pour appuyer encore en plus sur le choix de ce territoire, on a fait une étude KCE l'année passée justement pour évaluer la maturité du système de santé à l'intégration des soins. Et dans cette étude, on a entre autres organisé toute une série de groupes de discussion. Et en discutant, c'était une étude fédérale, donc portée par le KCE, donc on a fait autant des groupes de discussion avec des acteurs wallons qu'avec des acteurs flamands. Et en fait, on s'est vraiment rendu compte que finalement, en Flandre, les Eerstelingzorgzones, elles sont trop petites. Elles sont trop petites parce qu'on a 60 sur le territoire, parce que du coup, les compétences sont divisées, les financements sont divisés, et finalement, les gens n'ont pas les ressources ni les compétences pour pouvoir vraiment structurer un niveau méso. Et donc, en Flandre, ils ont décidé vraiment de tout axer sur les premières lignes et finalement de très peu organiser ce qu'ils appellent les orgs régiaux. Et en Wallonie, la décision a été prise de plutôt faire l'inverse. On sait qu'on a moins de ressources qu'en Flandre, on sait qu'on a probablement moins de compétences aussi à notre disposition. Et donc, splitter en autant d'aussi petits territoires, eh ben, c'est probablement quelque chose qui aurait déforcé la future organisation du système de santé. Et donc, c'est pour ça aussi que la décision a été prise de se dire, ben, en fait, finalement, un territoire de 300 000 habitants, c'est quelque chose qui peut être cohérent.
Et c'est les territoires qui, en fait, ont déjà été aussi un peu testés à travers les CIS. Tous les CIS aujourd'hui ne sont pas du tout 300 000 habitants. Par exemple, à Liège, en fait, ça a été étendu à la zone de Wiwarem. Donc, finalement, c'est beaucoup plus grand. On est presque à 800 000 habitants sur le territoire du CIS liégeois. Mais si on regarde d'autres CIS qui sont toujours les zones initiales prévues pour les CIS, eh ben, on s'apparente à des territoires plus ou moins de cet ordre-là aussi. Donc, ça ne vient pas de nulle part. La Wallonie n'a pas sorti ça de son chapeau. C'est quelque chose qui a été voilà, aussi analysé et réfléchi quand même pendant un bon moment. Je voudrais rajouter, pas par rapport à ceci, donc par rapport à ce que mon collègue d'à côté a dit tout à l'heure, notre objectif quand on fait des projets comme ça est évidemment de ne pas surmédicaliser les gens. Notre objectif est de démédicaliser les actions, hein. Donc c'est vraiment important de le savoir, mais si on est des médicaux à le faire, notre objectif est vraiment de démédicaliser les choses. Et alors, je ne suis pas d'accord quand il dit c'est parce que les médecins n'ont pas le temps de le faire. Non, ce n'est pas parce que les médecins, c'est parce que souvent, ce n'est pas leur compétence, hein. Et donc, il y a d'autres gens qui sont bien plus compétents pour le faire que nous. Et ça aussi, c'est important de le savoir. C'est remettre à chacun ses propres compétences, c'est important aussi. Merci beaucoup pour la présentation et pour les explications. J'ai une petite question. Est-ce que dans les futurs projets, vous allez aussi inclure la notion d'éducation de personnes qui ne sont pas des patients, puisque ici, ça s'axe, si je l'ai bien compris, beaucoup sur des gens déjà malades, la rééducation pour les éloigner des soins de santé en proprement parler, pour les rendre plus autonomes, mais pour faire en sorte que des personnes qui ne sont pas encore malades ne le deviennent jamais. Je pense par exemple à de l'éducation en entreprise sur l'importance du sport, de l'alimentation, de l'hygiène de vie, ou même en école, on voit que la capacité physique des enfants diminue, s'ensuit celle des adultes, l'obésité augmente. Est-ce que même chez des personnes qui ne sont pas encore atteintes de maladie, il y aura des projets pour leur amener à une dynamique de soins de santé continue tout au long de leur vie? Les écoles. En fait, si je peux me permettre, et selon les dernières études sorties sur Sciences Anno, il y a une grosse augmentation des difficultés à niveau santé mentale. C'est-à-dire que d'ici à 5 ans, on va avoir une grosse partie de la population qui va tomber malade si on ne met pas frein aujourd'hui avec des différents types de prévention. Ça, c'est une réalité. On va tout droit. La personne qui n'est pas malade aujourd'hui, elle va être malade dans 2 ans, sans souci. C'est pour ça, justement, non, mais c'est vrai, hein? Moi, j'ai grossi 5 ans depuis le Covid, 5 kilos depuis le Covid. Bref. Ça, c'est une réalité. Travailler sur la prévention, ce n'était pas notre objectif au début, mais on ne peut rien faire si on ne travaille pas la prévention. Peut-être qu'on n'est pas les plus qualifiés pour travailler la prévention, mais c'est pour ça qu'en tant que partenaire en soins intégrés, nous, on fait appel à des autres structures pour se concerter et travailler sur la prévention. Dans ce cadre-ci, on fera appel au CLPS pour voir dans quelle manière, et on le fait déjà, par rapport à certaines maladies comme l'endométriose, qui n'est pas reconnue une maladie chronique, mais qui touche un gros pourcentage des femmes. Donc, on s'organise pour faire la promotion sans pourtant faire le travail de l'autre. C'est-à-dire, on va les soutenir, accompagner, prêter tous nos outils pour que les CLPS puissent développer des conférences, puissent avoir des contacts avec certaines personnes, puissent amener un autre type de public. On le fait aussi avec Sciences Anno. Sciences Anno nous a demandé de l'aide par rapport à une série d'études qui vont amener cette année sur Liège. Et ils nous utilisent en quelque sorte comme interlocuteurs. Donc, tout ça que c'est la prévention et ne pas rester uniquement sur les malades chroniques, on le fait, c'est une de nos tâches en quelque sorte. Mais par contre, on est un peu caché, on est dans les soutiens, on n'est peut-être pas les impulseurs, mais on est vraiment les moteurs de toutes les initiatives en province de Liège qui vont se développer. Et ça nous demande beaucoup de travail et beaucoup d'efforts, mais on est super content de savoir qu'on n'est pas les uniques qui bougent. Et ça bouge beaucoup au niveau de la province. Donc, je vous invite à être attentifs parce que ça bouge beaucoup, comme vous l'avez dit, non? 30 communes.
voulais juste compléter par rapport à la question au niveau scolaire notamment. C'est vrai que pour justement prévenir, autant le faire le plus tôt possible, hein. Vous le savez, c'est comme pour l'apprentissage des langues, plus on l'apprend tôt, plus c'est facile. Pour l'apprentissage du mouvement, en tout cas de l'habitude du mouvement, c'est aussi ça qui est important. Il faut savoir qu'il y a une réforme actuelle dans les cours, notamment liés à la santé au niveau scolaire. Je peux en parler parce que je forme ces futurs étudiants. On va passer d'un cours d'éducation physique à un cours d'éducation physique et à la santé. Et donc, on a considéré que le professeur d'éducation physique, qu'il soit bachelier ou master, peut avoir les compétences. Et donc, là, progressivement, dans le cursus, on ajoute des compétences liées à la santé, essentiellement physique, pour que ces matières soient donc éduquées dès la maternelle, en primaire et en secondaire. Donc, c'est-à-dire que le prof aura des missions à la fois liées à l'éducation motrice, mais aussi à la fois à l'éducation à la santé, dans un sens un peu plus large que maintenant. Aujourd'hui, il y avait une formation ici au Sartillement pour des profs en formation en cours de carrière. Et il y a justement le Centre local de promotion de la santé qui est venu pour expliquer ce qu'il faisait et quel relais il pouvait être par rapport aux jeunes et comment on pouvait collaborer. C'est des choses qui ne se faisaient pas avant. Donc là, je pense qu'on va dans le bon sens et c'était un élément qui était manquant, en tout cas au niveau scolaire. Au niveau des entreprises, c'est prouvé qu'il y a un effet sur sur l'efficacité des travailleurs, etc. On le sait bien. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est plutôt quelque chose qui est à l'origine de la volonté de l'entreprise, aussi de sa taille critique aussi, qui permet de mettre en place des activités. Il y a des projets pilotes qui sont développés, mais il n'y a pas encore eu, en tout cas, un texte qui peut permettre de généraliser ça. Mais voilà, on passe aussi beaucoup de temps au travail. C'est important d'être notamment actif à ce niveau-là. Ouais. C'est d'abord madame qui avait posé une question. Ah, Ok. D'accord. Oui, voilà. Mm. Juste pour répondre partiellement, évidemment, on aurait préféré avoir 3 à 4 heures ou alors carrément une demi-heure par jour pour les enfants de mouvements structurés au cours d'éducation physique. Ce n'est pas le cas. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est les éduquer pendant cette période courte à bouger tout le reste du temps. C'est ça le plus important. Il ne faut pas dire simplement c'est le moment de mouvement. Non, c'est un moment, on leur apprend à devenir autonome et à avoir l'envie, la motivation, le plaisir de bouger en dehors. Mhm. Oui, c'est ça. Donc là, il y a des activités intergénérationnelles, etc. Donc voilà, mais c'est pas facile, non, évidemment. Voilà. Donc, je comprends le commentaire, évidemment. Bonsoir. Je suis étudiante en pharmacie, donc ma question va surtout concerner ma future profession. Donc, le rôle du pharmacien a évolué ces dernières années, mais concrètement, j'aimerais savoir quel rôle va jouer le pharmacien dans ce projet. Parce que souvent, les patients, quand ils viennent en pharmacie, ils s'attendent à un traitement médicamenteux. Certes, on donne des conseils, on va les guider, on fait parfois de la prévention, mais je ne vois pas le rôle concret que le pharmacien va avoir dans ce projet. Justement, j'ai eu une réunion avec les présidents de la PPL il y a quelques semaines et on s'est posé la question de quelle manière chacun prend sa place et quelle est la place en fait des les pharmaciens. Et en discutant de tout et rien, il dit ouais, ma difficulté aujourd'hui, c'est que j'ai les pharmaciens qui sont plus motivés, qu'ils reçoivent 10 mails par jour, qu'ils ne se connectent plus, que voilà, c'est impossible d'arriver avec une communication vis-à-vis des pharmaciens. Alors, quelle est la place qui va prendre le pharmacien chez nous? C'est à partir de la difficulté de la communication, comment on peut améliorer la communication vis-à-vis des pharmaciens, entre pharmaciens. À partir d'une problématique que lui ressent en tant que pharmacien d'officine, notre rôle, en quelque sorte, c'est étudier et comprendre quelles sont les possibilités
dans lesquels que nous pouvons l'offrir et discuter et faire de cette difficulté individuelle quelque chose de plus généralisé. Parce que de la même manière que les pharmaciens d'officine qui a 30 ans d'expérience, qui est fatigué, etc., c'est les infirmier de la petite ville de je ne sais pas où, qui est fatigué avec 30 ans de carrière et qui se trouve aussi démotivé et qui va provoquer un turnover ou une difficulté majeure de remplir certaines places. Donc, cette difficulté, si on l'extrapole à chaque métier, c'est une réalité qui met fin à soins intégrés dans notre province. Qu'est-ce que c'est notre rôle? Réfléchir à la manière dans laquelle on peut retrouver la motivation, comment on peut améliorer la communication, quel est le processus que peut faire plus factible le traspasse de communication entre, par exemple, j'invente, hein, mais les informations par rapport à la vaccination, parce que juste en décembre, on a eu plusieurs appels de pharmaciens qui cherchaient des informations, mais qui n'arrivaient pas à rejoindre la vie, que tout le monde était désespéré à la fin de l'année. Donc, tout ça, c'est un peu notre rôle de voir comment on va améliorer la communication, n'est quelque sorte les facilitateurs à partir des problématiques concrètes que trouvent nos partenaires. Et qu'est-ce que c'est le président de la PPL chez nous? C'est un partenaire de plus en soins intégrés. Et avec lui, on essaie de développer et d'améliorer les soins intégrés. Donc, votre question me fait penser aussi en fait la déprescription des benzodiazépines. Donc maintenant, c'est des, on appelle ça le tapering off dans la déprescription des benzodiazépines. Maintenant est remboursé par l'INAMI. Et ça, dans ce modèle, il y a une espèce de pacte qui est créé entre le médecin traitant, le patient et le pharmacien. Et je trouve que ça, c'est vraiment un modèle très, très intéressant pour rendre l'accompagnement, vraiment, on parle de l'accompagnement d'un patient, d'une personne, parce qu'on sait que la déprescription des benzodiazépines, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement imprévisible aussi. Et de pouvoir avoir des tout petits préparations magistrales, ça aide vraiment à la réussite de cette déprescription. Et en plus d'avoir cette proximité. Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose, on peut juste aller à la pharmacie sans aucun rendez-vous, on peut aller pour un peu plus d'informations, on peut aller, surtout parce que les prescriptions des benzodiazépines, ça peut provoquer, je sais que je me savais bien, mais ça peut provoquer aussi les mêmes symptômes pour lesquels on a commencé les médicaments au début, donc ça rend les situations très, très compliquées. Donc, d'avoir quelqu'un à proximité qui comprend le patient, qui comprend justement les objectifs de vie de ce patient, que peut-être il ne veut pas aller à une déprescription complète, mais juste à une dose mieux contrôlée. Je trouve que ça, c'est vraiment un exemple de lequel on peut mieux intégrer et mieux ancrer les soins et la prévention, ou au moins voilà, la prévention secondaire ici dans ce cas, dans une région et dans une zone. Donc voilà, ça c'est un exemple que moi je peux imaginer que pour le pharmacien, par rapport à il y a même 3 ans, je trouve qu'en Belgique, ça avance à une vitesse très, très intéressante. Et il y a toutes les possibilités pour la communication, comme dit Yamela, la communication, l'accompagnement des patients. Et pour moi, très, très intéressant, je pense, pour l'instant. Donc oui, ça devient vraiment un rôle central, je trouve. Oui, et je peux encore répondre à la même question si vous voulez. Donc, ça fait quand même des années, pendant des années, comment ce qu'on a fait? Ben, on a vraiment développé l'individualisme des différentes professions. Hein. Vous aviez le médecin généraliste tout seul dans son coin, vous avez l'infirmière indépendante qui voit des patients de plusieurs médecins généralistes, vous avez le pharmacien dans son coin qui n'a jamais même vu le médecin, j'exagère, mais c'est à peu près ça. Hein. Et puis, comment est-ce qu'on fait? Donc, l'idée, c'est évidemment de progressivement faire en sorte que tous ces gens se parlent à partir du patient, hein, donc, et communiquent entre eux par rapport à la problématique. La population va vieillir, hein, donc ça on le sait bien. La proportion de personnes de plus de 65 ans va augmenter d'une manière importante, c'est-à-dire nous les baby-boomers, hein, désolé mais c'est comme ça, on va vous en pendant des années encore, et on l'espère bien, mais ça fait beaucoup de gens avec des pathologies souvent complexes, et donc on ne va pas continuer à travailler chacun dans son coin par rapport aux patients. Et donc il va falloir qu'on développe des moyens de travailler ensemble, des projets qu'on puisse faire ensemble pour mieux se connaître, pour mieux travailler par rapport aux patients et à l'intérêt du patient. C'est vers ça qu'on va en fait. Ça va?
ne soyez pas désespérés, ça va être de mieux en mieux. Moi, je voulais juste ajouter par rapport à ça qu'il y a même des outils techniques dont on a besoin, parce que j'ai pas suivi l'action réconciliation médicamenteuse de très près, mais simplement les pharmaciens et les médecins qui se parlaient autour de la table, ils disaient, mais on ne sait même pas comment s'échanger les données du patient, parce qu'ils n'avaient pas de logiciel commun, quoi. Et donc, pour respecter le RGPD, ils ne savaient pas très bien comment faire. Mais enfin, et voilà, c'est tout ça aussi qui est enfin, ça a bien progressé depuis le Covid, je pense, mais ça, c'est aussi des aspects très importants qui freinent la communication entre les différents prestataires. Il y a toujours, on est dans un monde de communication, hein, donc vous êtes né probablement avec un GSM en poche, hein, ou dans votre main, ça c'est clair. Et puis, et mieux que ça, un GSM que vous avez dans votre poche, il est probablement 100 millions de fois plus puissant que l'ordinateur qui a mis l'homme sur la Lune, hein. Et donc, c'est sûr que ça va se développer. Mais vous rendez compte que pour le moment, moi, comment je fais comme généraliste, quand je envoie quelqu'un chez un spécialiste, j'écris encore une lettre, cher confrère, une lettre écrite, hein, mais cher confrère, veux-tu bien prendre en charge mon patient? Et puis il voit le patient et puis il me répond 3 semaines après, j'ai bien vu ton patient. Enfin, attends, on est dans un air de communication tout de suite. On est encore en train de communiquer avec des moyens d'il y a 100 ans, hein. Donc, ça ne va pas, hein. Donc, on est en train de mettre au point avec une équipe d'ingénieurs un système de communication centré sur le patient. C'est-à-dire que quand dans mon système de santé, je dois pouvoir écrire le nom du patient et pouvoir communiquer avec son médecin, son infirmier, son kiné, son assistante sociale, sa famille, lui. Voilà. L'un ou l'autre spécialiste, il faut, mais j'ai tout en tapant le nom du patient. Mais ça ne se passe pas comme ça chez nous. C'est un médecin à un autre médecin, un infirmier au médecin. Ça n'a rien à voir avec le patient, en fait. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses encore à développer, hein. Le pharmacien fait partie de la boucle, évidemment. Il y avait encore des questions. Bonsoir, vous avez répondu à pas mal de questions. Par contre, je me demandais toujours, vous aviez parlé tout à l'heure de l'importance aussi, par exemple, d'une assistante sociale, quand on peut voir à la pharmacie des gens vraiment démunis, enfin, qu'on peut percevoir que clairement leur priorité, ce serait de prendre une bonne douche ou de pouvoir se brosser les dents. Je me dis, nous concrètement, comment on peut se dire et faire passer le message ou en tout cas pouvoir prendre contact avec une assistante sociale ou pouvoir lui dire que des aides existent sans vexer la personne. Ouais, voilà. C'est tout l'art de nos professions, hein. Donc, c'est clair. Maintenant, en Belgique, on est extrêmement bien fourni en forme d'aide. On a des aides tant qu'on veut, à condition qu'on soit inscrit à une mutuelle et qu'on ait un numéro NIS qui est correct, hein. Sinon, après, tu n'as pas beaucoup d'aide. Mais c'est à ça aussi que servent les case managers. Quand on entend la notion de case manager, c'est de prendre en charge ce type de personne et de voir quelles aides on peut lui apporter, évidemment. Ça va? Dans les projets intégrés, mais aussi dans d'autres projets. Par exemple, à Charleroi, c'est vraiment très, très développé. Ils ont commencé à développer une ligne de téléphone qui centralise en fait vraiment toutes les questions qu'on peut avoir sur le réseau et qui permet non seulement aux citoyens, mais aussi aux prestataires de téléphoner et de poser leurs questions et de pouvoir être orientés dans le réseau. Donc, en général, c'est une ligne téléphonique qui va avec un cadastre qui reprend vraiment tous les services qui sont disponibles et qui permet vraiment d'orienter typiquement ce genre de demande quand on est prestataire, qu'on est face à une situation où en fait on n'a pas la réponse et où on a vraiment besoin de quelqu'un qui peut nous guider vers la bonne personne orientée dans le réseau. Mais vous avez ça entre autres. Oui, on a une ligne téléphonique en effet pour répondre aux questions des professionnels et des patients. Mais en tout cas, je n'ai pas la réponse toute faite à ta question, mais je me dirais peut-être que toi, tu trouves qu'une priorité, c'est qu'il brosse les dents et qu'il prenne une douche, mais lui, peut-être que c'est pas sa priorité. Et donc, je sais pas si tu auras le temps, si tu es future pharmacienne ou quoi, mais en connaissant la personne, c'est d'abord d'apprendre à connaître la personne, puis si tu connais le réseau qu'il y a autour, s'il y en a un, de voir peut-être avec le réseau, quoi. Mais c'est la personne, elle a sans doute pas ça comme priorité. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais voilà. Si tu lui dis va prendre une douche et brosse-toi les dents, je suis pas sûre que ça marchera. Mais je sais bien que tu ne vas sûrement pas faire ça, mais voilà.
Donc, vraiment apprendre à connaître la personne en premier. Mais comme disait Philippe, c'est un peu notre travail, quoi, les travailleurs de première ligne, en tout cas. Ce que je voulais dire, c'est vraiment si la personne nous en parle, est-ce que nous, c'est notre, enfin, c'était vraiment dans le, est-ce que c'est notre rôle de, enfin, où sont nos limites? Est-ce que c'est vraiment le rôle du pharmacien ou du médecin de faire des recherches, de trouver quelqu'un? Voilà, c'était plus dans. Bien sûr. Oui, et ce qui est certain aussi, c'est tant qu'on restera chacun dans son précaré sans connaître le voisin, on aura toujours plus difficile. Hein. Donc, une fois qu'on se mettra autour d'une table, autour du patient, ce sera toujours beaucoup, beaucoup plus facile. Plus tu connais les services qui existent, plus tu pourras aussi penser à un tel service pour tel patient et tu devras peut-être moins sortir de tes limites aussi. Voilà, comme nous, les case managers, on a beaucoup de médecins indépendants qui au départ étaient assez frileux et ils faisaient un peu tout eux-mêmes. Et puis, ils ont eu des expériences positives, ils se sont rendus compte que ça les dégageait quand même d'une grosse part de travail social, qui n'arrivaient pas ou parce qu'ils n'avaient pas soit la formation, soit le temps de gérer. Et voilà, donc il y avait un autre service qui faisait ça. Et donc, comme ils le connaissaient, ils ont fait appel au réseau. Mais il faut connaître le réseau, comme dit Philippe. Je tiens à dire que je comprends un peu ma camarade de classe parce que, en fait, actuellement, elle est en stage, comme toutes les personnes de Master 2. Et c'est vrai que là, on voudrait plus se rapprocher de l'humain, mais on va dire que l'empathie qu'on a, elle est assez subjective parce qu'on n'est pas réellement formé de ce côté-là. On est très formé études, très théorie, très à redire les effets indésirables, les interactions, mais le côté empathie, on l'a pas. On l'apprend sur le terrain, mais si on est mal formé sur le terrain ou si on ne l'a pas de façon naturelle, ça crée des personnes qui n'en ont pas ou qui sont tout simplement désagréables avec leurs patients. Et j'avais fait mon travail de fin d'études sur la confidentialité en pharmacie et le code masque 19 avec les violences conjugales. J'avais fait un questionnaire pour certains pharmaciens, j'ai eu des réponses super négatives, sans aucune empathie, en me disant clairement qu'on était pharmacien, pas aide sociale et encore moins psychologue. Donc, c'est pour ça qu'elle pose ce genre de questions, parce que là, on veut se rapprocher de l'humain, mais il y a des pharmaciens et des médecins qui ne veulent pas, qui font ce métier-là, mais sans réellement avoir de l'empathie ou qui ne sont pas spécialement à l'écoute de leurs patients, qui veulent juste les guérir de façon avec des médicaments, mais pas plus que ça, je vais parler mal, mais qui s'en foutent un peu de leur vie, quoi. Je vous invite à demander à... Je vous invite à demander à vos professeurs de vous proposer des stages en médecine générale. On n'a pas le monopole de l'empathie, mais ça peut-être vous êtes des bienvenus. Bonjour, moi je voulais juste apporter un petit témoignage et je pense que ça va venir en partie. Voilà, la transition est chouette. La proposition qui est faite ici, je dis ça aux jeunes parce que les anciens ils le savent, c'est une révolution en fait. Hein, et elle est en marche. Et moi je trouve ça vraiment super. Elle est en marche. Moi je suis sur le terrain dans plein de domaines des soins primaires depuis longtemps et même si j'atteins le niveau d'impatience que M. de Marteau exprimait, parce qu'à un moment donné, c'est fatigant, mais c'est en marche. Il y a plein de choses chouettes qui se passent. Et je dirais que là où la révolution est importante, c'est sur la responsabilité territoriale et populationnelle. Ça, les pharmaciens chez qui vous allez faire vos stages, s'ils ont plus de 20 ans de carrière, ils ne connaissent pas. Les médecins non plus, les infirmiers non plus, les hospitaliers probablement non plus. Donc, c'est l'idée qu'on n'est pas seulement responsable d'apporter une bonne réponse à quelqu'un qui vient nous adresser une demande, mais on est aussi responsable d'être proactif par rapport à un groupe de population qu'on voit et peut-être même à un groupe de population qu'on ne voit pas. Voilà. Et ça, c'est nouveau pour énormément de gens.
Et moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ça ne retire en rien, évidemment, la nécessité d'apporter une réponse de qualité. Et pour compléter ce que vous disiez, par exemple, ça peut vouloir dire, je suis pharmacien, j'ai des compétences de pharmacien, mais je suis aussi une des portes d'entrée du système de santé. Parce que les patients, ils ne savent pas par où on rentre. Et donc, ils rentrent par où ils ont trouvé. Et le pharmacien, c'est une porte qu'on pousse sans sonnette, sans barrière. Donc, c'est une porte d'entrée vraiment privilégiée. Et donc, les gens, ils vont déposer. Là, en général, d'ailleurs, ils vont faire leur première consultation chez le pharmacien. Hein, j'ai un bobo ici, vous voulez bien me dire ce que je dois mettre dessus avant même d'avoir vu le médecin. Donc, le pharmacien, son job, ça ne va pas être de répondre à tout, mais ça va être de pouvoir se dire, OK, mon job, c'est d'être porte d'entrée et de réorienter la personne vers le bon endroit. Et il y en a plein qui le font déjà très, très bien. Et c'est vrai pour des tas d'autres professionnels. Et là où l'organisation territoriale va faciliter, c'est que ça va être beaucoup plus facile de faire passer les gens d'un endroit à l'autre parce qu'on sait comment faire. Voilà. Et donc, moi, je voudrais revenir vraiment sur cette proactivité, cette responsabilité populationnelle. Ça veut dire qu'on doit plus, on va plus se préoccuper de ce qui se passe pour les gens. Et alors, l'autre chose que j'avais envie de dire, c'est que les grandes catastrophes sont parfois des grandes opportunités. C'est pour répondre à ta question, Félix, comment convaincre? J'ai travaillé un peu dans la crise Covid, j'ai travaillé un peu dans l'inondation. Les deux fois, je pense, les prestataires et les politiques ont pu voir à quel point, si on était déjà un peu organisé, si on était déjà capable de se parler entre prestataires avant, et si on avait déjà une organisation territoriale, c'était plus facile de réagir. Je veux dire, il n'y a pas eu photo. À Luxembourg et à Verviers, ils ont eu beaucoup plus facile de s'organiser qu'ailleurs parce qu'ils étaient déjà organisés de manière plus intégrée avant. Et au niveau des inondations, 2 jours après, le lendemain même que l'eau descende, moi j'étais en train de cavaler pour essayer d'organiser une couverture soins de santé de base pour les gens qui n'avaient plus ni médicaments, ni dossier médical, ni carte d'identité, ni même le souvenir de ce qu'ils étaient censés prendre comme traitement, et dont les médecins avaient le cabinet, l'ordinateur, les dossiers dans la flotte. Je veux dire, super rapidement, c'est organisé un réseau de solidarité des médecins généralistes via leur cercle, qui avait un secrétariat qui a téléphoné à tout le monde, qui a dit à des permanences organisées qui veut bien y aller, et des pharmaciens qui sont descendus du haut vers le bas pour fournir des tablettes de médoc en attendant qu'on trouve une solution meilleure. Et ça, je veux dire, si on ne s'est pas déjà organisé, on est chacun tout seul dans son coin, c'est beaucoup plus difficile. Et honnêtement, on l'a vu pour d'autres professions. Ça a été beaucoup plus difficile de s'organiser parce qu'il n'y avait pas d'organisation de base. Donc moi, je pense que ces deux événements ont été vraiment l'occasion de confirmer à quel point, si on veut assumer les chocs qui vont arriver, qu'on nous annonce, s'organiser au préalable, se connaître, savoir comment on travaille ensemble, ça va nettement faciliter le partage des tâches face à ce qui nous attend. Voilà, j'ai fini. Je voulais juste rajouter un tout petit truc par rapport à la porte d'entrée, parce que je trouve c'est hyper intéressant, Isabelle, ce que tu dis. Et j'avais envie de dire aussi que les pharmaciens sont non seulement la porte d'entrée, mais que c'est aussi le lieu de passage après chaque transition. Le patient qui sort de l'hôpital, il va aller à la pharmacie avant d'aller chez son médecin généraliste, c'est sûr. Et donc, vraiment, en fait, vous êtes à plein de moments le lien direct entre la personne et le système de santé, quoi. Totalement d'accord avec ce que vous dites, mais ça devient vraiment la priorité de la formation. Et au jour d'aujourd'hui, justement, des cours sur l'entretien motivationnel sont des cours qui sont des cours prioritaires. Et justement, il y a une volonté du département de révision justement de ces enseignements, et les cours
de psychologie de base et psychologie du handicap sont complétés justement par les entretiens motivationnels, comment annoncer des éléments difficiles et la communication, le empowerment du patient, etc. Donc, ça va vraiment, ce ne sont pas des cours secondaires, ce sont des cours essentiels qu'on va qualifier de professionnalisants pour le kinésithérapeute qui sera souvent, c'est vrai, le confident pendant 30 minutes ou 45 minutes sur la table du kinésithérapeute. C'est parfois le professionnel de la santé qui voit le plus longtemps le patient. Donc, c'est le professionnel à qui il va peut-être confier le plus d'éléments aux difficultés. Bien, moi je me présente, je suis Chantal Van Doorn, je suis collaboratrice à la CAR Esprit. Et donc, le point d'entrée de ma réflexion, c'est la promotion de la santé ou la prévention primaire. Et là, ce qui me tracasse dans ce qu'on a entendu aujourd'hui, autant je trouve que les discussions, les échanges du dernier quart d'heure sont vraiment ce qui montre l'aspect porteur de l'intégration du travail entre les différents professionnels d'un territoire. Ça, je trouve que c'est vraiment, on sent la richesse et le dynamisme. Mais alors, par rapport à ça, je suis tracassée de la demande qui vous est faite de passer du niveau micro au niveau méso. Parce que, est-ce que ça veut dire, je pense qu'il y a vraiment une richesse dans le niveau micro, au niveau de la connaissance, soit formelle par les réseaux, soit informelle, simplement parce qu'on vit dans une communauté, la connaissance que des professionnels ou des non-professionnels engagés pour la communauté ont les uns des autres, et donc de la solidarité qu'ils peuvent créer, que ce soit en matière de prévention ou de parcours de soins. Autant je vois mal comment ces phénomènes-là, on va les transposer au niveau méso de 300 000 habitants. Et donc, je me dis, est-ce que la réflexion qu'on doit avoir, ce n'est pas qu'est-ce qui doit être travaillé au niveau micro et qu'est-ce qui doit être travaillé au niveau méso, et ne pas vouloir vraiment créer des réseaux globaux au niveau méso. Donc, je ne sais pas si vous en êtes déjà aussi loin dans votre réflexion, mais je crois que là, il y a vraiment un gros enjeu si on ne veut pas s'éloigner des logiques qui sont les logiques par lesquelles les citoyens rentrent dans le système de promotion de la santé ou de prévention. Donc, la création du niveau méso ne veut évidemment pas du tout dire qu'on ne va plus faire du micro et qu'il n'y aura plus toutes ces actions au niveau micro. L'idée, c'est vraiment de pouvoir en fait faciliter la continuité entre justement ces différents services qui seraient offerts à la population. Et du coup, au niveau méso, les enjeux sont en fait assez différents parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faciliter quelque part la mise en lien de ces différents services. Et ça demande des compétences particulières. Ça va demander des compétences, entre autres, comme on disait tout à l'heure, dans tout ce qui est plus gestion de données. On a besoin aujourd'hui de pouvoir développer des plans d'action, réfléchir à des choses qui s'appuient en fait sur une meilleure compréhension commune du contexte dans lequel on travaille. On a besoin de pouvoir aller chercher des sources de financement à droite à gauche, de pouvoir réfléchir comment est-ce qu'on peut mobiliser par exemple un financement qui viendrait de l'hôpital pour pouvoir le mettre ailleurs, hein, quand on pense maintenant à toute la question autour de l'hospitalisation à domicile par exemple. Mais en fait, comment on fait concrètement pour opérationnaliser ça? C'est des choses qui sont du niveau micro, mais qui doivent être réfléchies au niveau méso en mettant autour de la table toute une série d'acteurs, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment devenu quelque chose d'indispensable. Et si on n'a pas ce niveau qui connaît bien le contexte et qui va pouvoir, en fait, ancrer l'organisation dans un contexte particulier, toutes les décisions vont se prendre au niveau macro, donc au niveau régional ou au niveau fédéral. On aura un modèle qui sera le même pour tout le territoire wallon, et ce sera vraiment beaucoup plus compliqué parce qu'on n'aura pas quelque chose que les gens auront pu s'approprier et auront pu quelque part mettre à la sauce de leur contexte. Surtout qu'en Wallonie aujourd'hui,
en fait, les différents territoires ne partent pas du tout du même point de départ et de la même organisation. Donc, on a vraiment pour le moment des niveaux d'intégration qui sont très différents d'un territoire à l'autre. Il y a des endroits, par exemple, de nouveau dans le Brabant wallon, à Charleroi, à Verviers, dans la province du Luxembourg, où en fait, les différentes structures de première ligne, les CIS, les cercles de médecine générale, les CLPS, etc., travaillent déjà vraiment main dans la main et ont déjà quasiment une réunion par semaine pour se concerter et pour organiser les actions ensemble. Et d'autres endroits où en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, il va falloir aussi accepter que chaque territoire part de là où il en est aujourd'hui et va progressivement, quelque part, construire sa propre histoire pour construire ce niveau méso qui va permettre de structurer et de renforcer en fait le niveau micro par la suite. Ah non, 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 non. En fait, ce qui est demandé maintenant aux projets Integréo, enfin avec le financement qu'ils reçoivent, ce n'est plus de financer des actions particulières, qui sont des actions qui par ailleurs peuvent être financées par d'autres acteurs ou à travers d'autres financements, mais c'est vraiment de commencer à réfléchir comment est-ce qu'on peut renforcer la structuration de ce réseau sur le territoire. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en Belgique, il y a énormément de projets pilotes qui ont déjà fonctionné avec des réseaux. Par exemple, les réseaux santé mentale, c'est un des meilleurs exemples. En général, quand les autorités ont décidé de mettre en place des réseaux, ils ont mis à la tête de ces réseaux un coordinateur. Et en fait, on se rend compte, les projets Integréo, c'est un peu la même chose. À la base, il y avait en général un coordinateur, voire parfois 2 personnes à la tête de ces projets. Et le problème, c'est que du coup, c'est très compliqué pour cette personne parce que non seulement, en fait, elle doit quelque part pouvoir tenir compte d'une diversité d'acteurs qui est énorme, d'une diversité de points de vue qui est énorme et elle ne sait pas à elle toute seule quelque part représenter tout ça. En plus, il y a eu énormément de problèmes dans ces réseaux parce que du coup, dès que cette personne s'en va, le réseau s'écroule un petit peu. C'est très dépendant de la personne quelque part. Et donc maintenant, on est en train de réfléchir beaucoup plus à des modèles dans lesquels on aurait véritablement une gouvernance interorganisationnelle avec des représentants des différentes structures et non plus un coordinateur à la tête de tout ça, mais une équipe de personnes qui a des compétences variées et qui peut quelque part venir nourrir cette gouvernance et faciliter la mise en réseau, amener des données, amener toute une série de choses qui permettent vraiment de faciliter la prise de décision au sein de ces gouvernances. Donc, c'est quelque chose qui, là, par contre, n'est pas encore forcément développé, ou à certains endroits, ça l'est, mais ce n'est pas encore du tout quelque chose qui est développé sur tout le territoire. Mais la réflexion aussi va vers cette direction-là, de se dire quelque part à un moment donné, en fait, ces réseaux qui étaient portés souvent par un coordinateur ou quelque chose comme ça, il faut aussi que ce rôle puisse évoluer et qu'on aille plus vers des profils qui vont vraiment faciliter la gouvernance plutôt que coordonner des actions dans un projet. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais voilà. Voilà. Mais je voulais compléter en disant que ce qui est, en tout cas, attendu par les acteurs et les partenaires, c'est que ça reste des plateformes pluralistes et qui ne soient pas trop colorées, que ça facilite. Voilà, tu viens d'expliquer un peu, mais c'était justement ça qui était apprécié aussi, c'est que ce n'étaient pas des gens qui faisaient partie déjà de structures. Et donc, si on peut trouver rester ou créer ou trouver des plateformes généralistes, il y en a déjà. C'est dans ces lieux-là que les gens se retrouvent le mieux pour discuter et créer les nouveaux projets, quoi. Je pense quelque chose qui est super important avec le niveau méso et qui est ressorti vraiment dans tous les endroits où on a été, c'est que l'idée n'est évidemment pas de rajouter encore une couche à la lasagne. L'idée est vraiment de partir de l'existant et de faire en sorte que les différentes organisations qui existent aujourd'hui puissent se mettre autour de la table et mieux travailler ensemble. Et donc, ça ne demande pas forcément une couche supplémentaire parce qu'en fait, les structures de niveau méso en Wallonie, il y en a plein. Un réseau hospitalier, c'est une structure de niveau méso. Un réseau santé mentale, c'est une structure de niveau méso. Un centre local de promotion de la santé, c'est une structure de niveau méso. C'est tous des gens qui, en fait, mettent autour de la table des partenaires, des prestataires, des organisations prestataires qui travaillent ensemble
pour un projet commun, on va dire. Donc, tous ces acteurs-là, ce sont déjà des acteurs de niveau méso, mais ils sont chacun dans leur secteur, avec leur public cible, etc. Et donc, maintenant, l'idée, c'est vraiment de se dire, si toutes ces structures partagent un même territoire, comment est-ce qu'elles peuvent vraiment s'organiser pour non plus prendre en charge une petite problématique particulière, mais répondre aux besoins de la population qui vit sur ce territoire. À Bruxelles, par exemple, toutes ces structures ont fini par fusionner. Donc maintenant, Brusano, c'est la fusion quelque part en fait du RML, du CIST, etc. Donc on a vraiment rassemblé en fait. Voilà, donc Wallonie n'est pas Bruxelles et encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La fusion n'est pas forcément le bon modèle ou ce qu'il faut, etc. Mais c'est juste pour vous dire que en fait, et probablement que chaque territoire, au final, n'aura pas forcément le même modèle. Il va falloir voir à quel point les politiques sont à même de garder de la flexibilité. Mais ce n'est pas forcément nécessaire non plus qu'à Verviers, ce soit exactement la même organisation qu'à Liège, évidemment, parce qu'on est tous différents, on a nos réalités différentes, etc. Et donc, comme vous dites, à Bruxelles, peut-être ce modèle fonctionne et qu'en Wallonie, il ne fonctionnera pas partout. Mais voilà. Voilà, c'est ça. Oui, et donc il y a des endroits où c'est déjà très, très cohérent. Il y a des endroits où ça l'est beaucoup moins. Mais pour vous dire, dans les analyses qu'on a faites, il n'y a que 5% des communes qui sont vraiment, on va dire, dans des territoires dans lesquels elles n'auraient aucune raison d'être. 5% des communes, c'est rien du tout. Parfois, on se demande même comment ça se fait que ça fait 30 ans qu'on réfléchit à ces territoires. Donc voilà, je pense qu'en fait, il faut aussi garder de l'espoir et se dire, mais en fait, c'est déjà sous nos yeux, quoi. Il faut. Oui. Oui. Oui, on vous avoue que la région liégeoise, c'est vraiment la région qui nous questionne le plus. Et c'est une région aussi très compliquée. C'est une région aussi. C'est une région aussi très compliquée parce qu'en fait, c'est très densément peuplé. Et donc, là où à beaucoup d'endroits, les arrondissements peuvent servir de base, à Liège, l'arrondissement de Liège, c'est déjà 600 000 habitants. Donc, c'est énorme, en fait. Et donc, voilà. Donc, en fait. Oui, mais sur l'arrondissement de Liège, ça n'est pas cohérent. Donc, c'est ça. Mais ça pourrait. Mais par exemple, la zone de Charleroi, la zone de soins de Charleroi qui est cohérente, ce n'est pas l'arrondissement de Charleroi. C'est quasiment l'arrondissement de Charleroi à une à deux communes. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Entre autres, Walcourt, etc. Mais donc, voilà, mais donc, la structuration territoriale, en tout cas, elle est vraiment en train d'être réfléchie et franchement, on a quand même bon espoir que d'ici 1 an ou 2, ce soit défini, quoi. On espère. Et après? Et après? Non. Et après, notre consortium, donc l'UCL, l'USG et la PAX, pour le moment, on travaille vraiment à développer toute une série d'outils qui vont permettre de soutenir le développement de ces futurs territoires. Entre autres, avec comme grille de lecture un référentiel qui vient du Canada et qui est vraiment utilisé pour ça. Et on travaille avec des partenaires comme Brusano, comme Vivel en Flandre aussi, pour essayer d'harmoniser un petit peu ce qu'on peut faire aussi à travers la Wallonie. Donc, voilà, donc tout ça est en cours. Je crois qu'il faut laisser le temps au temps aussi. Il faut y croire et se dire que voilà, les choses progressent en tout cas, on ne recule pas. On a dépassé le temps de quand même une bonne vingtaine de minutes. Donc, je ne sais pas si vous avez encore une question. Non? Le mot de la fin. Oui, il reste encore quelques boissons et quelques sandwichs. Donc, on peut encore prendre quelques minutes pour discuter. Mais voilà, pour dire qu'on a dépassé un petit peu le temps malgré les échanges très riches. Donc, je vous propose de continuer la discussion de manière plus informelle. Maintenant. Voilà. Merci à toutes et à tous pour vos interventions et je vous souhaite une très bonne soirée. Tu peux aller le mettre directement en...
Qu'est-ce qu'on fait de quoi? Nous allons comme ça les mettre en place. On va mettre en place.